Sa mémoire aujourd'hui mise en scène par Laetitia, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est brutal, c'est net, c'est du Eddie Mitchell tout craché. À 83 ans, celui qu'on appelle Schmoll n'a plus peur de rien, et surtout pas de dire tout haut ce que le show business murmure tout bas. Lui, le frère d'armes, l'autre moitié de Johnny sur scène comme à la ville, a décidé de faire voler en éclats le storytelling officiel imposé par la veuve du rocker. Depuis la disparition de l'idole, les hommages se multiplient, statues géantes, expositions immersives. Mais pour Eddie, ce n'est pas de l'amour, c'est une trahison. Il n'hésite plus à qualifier ses initiatives de mises en scène morbides, refusant de cautionner ce qu'il perçoit comme une mascarade. Pire encore, il s'attaque au tabou ultime en dénonçant le fait d'avoir déshérité les enfants, prenant ouvertement position contre Laetitia. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce parrain de Laura Smet, ami de 50 ans, choisit-il l'attaque frontale, sans filtre ni gants de velours? Est-ce l'amertume d'un vieil ami ou le cri d'alarme d'un homme qui refuse de voir l'âme de Johnny vendue au plus offrant? Une chose est certaine en prenant la parole ainsi, Eddie Mitchell ne fait pas que donner son avis. Il déclare la guerre à la version Laetitia de l'histoire et ses révélations risquent de changer à jamais notre regard sur l'héritage Hallyday. Pour comprendre pourquoi Eddie Mitchell s'exprime aujourd'hui avec une telle véhémence, il ne suffit pas de regarder les événements récents. Il faut remonter à la source du traumatisme à cet épisode qui a déchiré le voile de la famille idéale, la guerre de succession. Lorsque Johnny Hallyday s'éteint en décembre 2017, la France entière est figée dans le chagrin. On pleure l'idole, le père de la nation rock. Mais très vite, le recueillement laisse place à la stupeur. Derrière les cortèges officiels et l'union sacrée de la Madeleine, une bombe à retardement a déjà explosé en coulisses. Le testament du chanteur rédigé sous l'égide du droit californien désigne Laetitia Hallyday comme l'unique héritière de l'Empire et du patrimoine moral déshéritant totalement ses deux aînés, David Hallyday et Laura Smet. Le choc est brutal, violent. Comment celui qui chantait l'amour et les racines a-t-il pu rayer d'un trait de plume une partie de son sang? Laetitia défend alors cette décision bec et ongle, arguant que c'était la volonté lucide de son mari pour protéger ses deux plus jeunes filles, Jade et Joy, et assurer leur avenir. Mais pour le camp adverse, c'est une injustice insupportable, une négation de filiation. C'est à cet instant précis que le rôle d'Eddie Mitchell bascule. Il n'est plus seulement le pote des vieilles canailles, il devient la conscience morale de l'entourage. Parrain de Laura Smet, il ne peut pas se taire. Sa réaction est épidermique, guidée par des principes à l'ancienne, ceux d'un homme pour qui la famille est sacrée. Il déclare publiquement, avec cette voix grave qui ne tremble pas, « Je ne comprends pas qu'on puisse déshériter ses enfants ». Pour lui, au-delà des montages financiers ou des subtilités juridiques outre-Atlantique, c'est une faute morale absolue. On ne déshérite pas sa chair. Point final. Cette prise de position a l'effet d'une déflagration. En soutenant Laura et David, Eddie Mitchell ne fait pas que donner un avis. Il choisit son camp. Il s'oppose de facto à la veuve, brisant l'image d'une famille unie autour du cercueil. Lui qui a partagé les doutes, les excès et les joies de Johnny pendant plus d'un demi-siècle, refuse de valider ce qu'il considère comme une trahison de l'esprit de son ami. Pour Eddie, le Johnny qui signe ce papier n'est pas le Johnny qu'il connaît. Ce désaveu public marque le début d'une fracture irréversible. Pour Laetitia, c'est un coup de poignard venant d'un intime. Pour Eddie, c'est une nécessité vitale. Il ne s'agit pas d'argent pour lui, mais de vérité. Il ne pouvait pas rester silencieux et complice d'une situation qui effaçait le passé de Johnny avant Laetitia. Dès lors, le conflit n'était plus seulement une affaire d'avocat, mais une guerre de loyauté. Et Eddie, fidèle à lui-même, a choisi la loyauté envers les enfants plutôt que la diplomatie envers la veuve. La première pierre de la discorde était posée, et elle allait servir de fondation à toutes les critiques futures. Cette opposition de principe va rapidement se transformer en un rejet public et bruyant, car Eddie Mitchell n'est pas homme à tourner autour du pot. Quand quelque chose le heurte, il tire à balles réelles. Et ces dernières années, les occasions de s'indigner n'ont pas manqué, transformant son franc-parler légendaire en véritable coup de massue médiatique contre la gestion de l'image de son ami. L'épisode le plus cinglant reste sans doute celui de l'inauguration de l'esplanade Johnny Hallyday devant l'Accor Arena à Paris. Laetitia y dévoile une œuvre monumentale, une Harley-Davidson bleue posée au sommet d'un manche de guitare. Pour les fans présents, c'est un lieu de recueillement. Pour Eddie, c'est une horreur absolue. Ces mots claquent comme une porte qu'on ferme violemment, une statue à la con. Il va plus loin,
qualifiant l'œuvre de morbide. Pour lui, cette sculpture sans cavalier ne célèbre pas la vie trépidante du rocker, mais fige son absence d'une manière grotesque. Il y voit une caricature, une réduction de l'homme à ses accessoires, une coquille vide, sans l'âme du patron. Cette sortie brutale fait le tour des médias, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. À chaque nouvel événement organisé par la veuve exposition itinérante documentaire fastueux, concerts hommages, Mitchell brille par son absence. Ils font ce qu'ils veulent, mais sans moi, lâche-t-il avec une froideur chirurgicale qui ne laisse aucune place au doute. Ce n'est pas un simple caprice de star, c'est un boycott moral. Il refuse de servir de caution artistique à des projets qu'il juge trop spectaculaires, trop commerciaux et totalement déconnectés de la simplicité brute qu'aimait Johnny. Le conflit s'envenime encore davantage sur le terrain musical, là où ça fait le plus mal. Il y a cette affaire des duos posthumes, ces projets avortés, qui auraient pu enrichir la légende. Selon Eddie Laetitia, aurait posé son veto sur certains enregistrements, bloquant des initiatives artistiques sincères pour garder le contrôle total sur la marque Hallyday. Mitchell, profondément agacé, ne supporte pas que le business prenne le pas sur la musique. Pour lui transformer chaque souvenir en produit dérivé, chaque note inédite en opération marketing, c'est dénaturer l'essence même du rock'n'roll. Johnny n'avait pas besoin d'artifice pour exister. Sa voix, son charisme suffisaient. Tout ce décorum mercantile pour Eddie n'est qu'un décor de théâtre qui salit la mémoire de l'homme qu'il a connu. Mais derrière ces mots acérés, ces critiques sur les statuts et le business, se cache une douleur bien plus profonde, une plaie à vif, qui ne cicatrise pas la rupture humaine totale avec Laetitia Hallyday. Si les punchlines d'Eddie font les gros titres, elles masquent mal l'effondrement d'une relation qui fut jadis quasi familiale. Il ne faut pas oublier qu'avant les avocats et les clans, il y avait l'amitié la vraie. Eddie Mitchell n'était pas un simple collègue de bureau pour Johnny. Il était son pilier, son alter ego, le complice des nuits blanches et des fous rires sur la route 66. Par extension, il faisait partie du cercle intime de Laetitia. Il a partagé les tables de fête, les moments de doute et les joies simples. Surtout, il est le parrain de Laura Smet. Ce lien sacré bien plus fort qu'un contrat l'a placé dans une position impossible au moment du drame. Lorsque la guerre de l'héritage a éclaté, la neutralité n'était pas une option pour lui. Voir sa filleule dépossédée et blessée a réveillé chez lui un instinct protecteur. Défendre Laura, c'était un devoir viscéral. Mais pour Laetitia, ce choix a été vécu comme un abandon cruel. Elle, qui se retrouvait seule face à la tempête médiatique mondiale, espérait peut-être trouver en Eddie un médiateur, un sage capable d'apaiser les tensions. Au lieu de cela, elle a vu le meilleur ami de son mari rejoindre le camp adverse avec armes et bagages. Pour la veuve, ce n'était pas une simple divergence d'opinion, c'était un véritable coup de poignard dans le dos. Aujourd'hui, le fossé est devenu un abîme infranchissable. Les deux camps ne se parlent plus. Le silence glacial a remplacé la chaleur des retrouvailles. Laetitia a souvent exprimé son incompréhension blessée qu'un ami de si longue date choisisse les magazines pour régler ses comptes plutôt que de passer un coup de fil en privé. Mais Eddie assume cette distance avec une obstination de fer. Pour lui, le privé est devenu public par la force des choses. On ne discute pas à huis clos quand on estime que la mémoire de son ami est prise en otage. C'est là toute la tragédie de cette histoire, voir la famille de cœur de Johnny exploser en vol, laissant place à deux solitudes qui s'affrontent incapables de se retrouver autour du souvenir de l'homme qu'ils ont tous deux aimé. Au fond, ce qui se joue ici dépasse largement la simple querelle d'héritage ou les rancœurs de salon. Ce qui oppose aujourd'hui frontalement Eddie Mitchell et Laetitia Hallyday, c'est un gouffre idéologique, une collision violente entre deux mondes irréconciliables. D'un côté, nous avons la vision de la gardienne du temple, une gestionnaire moderne et méthodique. Laetitia a pris les rênes de l'après-Johnny, avec une main de fer, multipliant les initiatives grandioses, albums symphoniques, expositions, immersives, produits, dérivés. Sa logique est celle de la préservation par l'omniprésence. Pour elle et ses soutiens, il faut occuper le terrain médiatique, saturer l'espace pour que le nom Hallyday ne s'efface jamais, pour que ses filles puissent être fières de cet empire culturel. Elle se voit en vestale, chargée d'entretenir la flamme, quitte à utiliser les outils du marketing de masse. Mais face à cette machine bien huilée, se dresse la vision d'Eddie, celle du puriste du dernier des Mohicans. Pour lui, il existe une ligne rouge sang qu'on ne doit jamais franchir, celle où l'hommage bascule dans l'exploitation. Quand il voit le nom de son frère, de route transformé en marque déposée en attraction touristique ou en objet de consommation courante, il a la nausée.
Pour Mitchell, Johnny n'était pas une entreprise du CAC 40, c'était un artisan du rock, un homme de sueur de scène enfumée et de passion brute. Voir cette mémoire aseptisée, polie et vendue au ticket d'entrée, c'est pour lui tuer Johnny une seconde fois. Ce n'est pas qu'une question de goût, c'est une question de décence. Il refuse d'être le spectateur passif d'une Disneylandisation de son ami. Ce désaccord fondamental explique pourquoi la réconciliation semble aujourd'hui impossible. Ce n'est plus un malentendu, c'est une guerre de religion. Laetitia défend la pérennité de la star. Eddie défend l'humanité de l'homme. Et cette divergence s'incarne cruellement dans l'affaire des projets artistiques bloqués. Quand Mitchell apprend que des vétos ont été posés sur certains duos ou archives, il ne comprend pas. Comment peut-on prétendre servir la musique en la cadenassant? Pour lui, l'art doit circuler, vivre, être libre. Cette volonté de contrôle absolu de la part de la veuve lui apparaît comme une crispation propriétaire insupportable. Johnny appartient à tout le monde, clame-t-il, en substance pas à un seul clan. Mais alors la question qui brûle toutes les lèvres demeure: pourquoi maintenant? Pourquoi attendre toutes ces années pour lâcher les chevaux et briser l'omerta? La réponse tient en quelques mots, terribles et magnifiques: la liberté du crépuscule. À 83 ans, Eddie Mitchell est entré dans une zone de sa vie où l'on ne négocie plus. Il a derrière lui une carrière monumentale, il n'a plus rien à vendre, plus personne à séduire, et surtout plus rien à craindre. L'âge lui offre ce luxe inouï de la vérité nue. Il n'a plus besoin de courbettes ni de stratégie de communication. Il est l'un des derniers géants encore debout, et cette stature lui confère une immunité diplomatique totale. Il y a aussi sans doute un sentiment d'urgence vitale. Eddie sait que le temps joue contre la vérité. Il voit l'histoire officielle s'écrire sous ses yeux, une histoire lissée, contrôlée, où les aspérités de Johnny sont gommées pour en faire une icône parfaite. Mitchell lui se souvient du Johnny complexe, faillible, généreux et parfois colérique. Il a peur que cette réalité-là ne disparaisse avec les derniers témoins. S'il parle aujourd'hui, s'il cogne fort, c'est pour graver dans le marbre sa version des faits avant qu'il ne soit trop tard. C'est un acte de résistance contre l'oubli. Il veut laisser une trace, un contre-récit. Sa colère au fond est le masque de son chagrin. Chaque critique lancée contre les projets de Laetitia est une façon de dire « ce n'était pas ça Johnny ». Il refuse que son ami devienne une légende de pierre froide ou un hologramme commercial. En se lâchant ainsi sans filtre, Eddie Mitchell rédige une sorte de testament moral. Il ne cherche pas à détruire, mais à sauver ce qui peut l'être de l'authenticité. Il préfère passer pour un vieux ronchon aigri aux yeux de certains, plutôt que de se taire et de valider par son silence une mascarade qu'il réprouve. Sa parole est peut-être brutale, elle est peut-être dérangeante, mais elle est surtout l'acte d'amour désespéré d'un homme qui voit son passé s'effilocher et qui tente par le verbe de retenir l'âme de son frère une dernière fois. Au final, la vérité d'Eddie Mitchell est peut-être brutale, mais c'est précisément cette rugosité qui lui donne toute sa valeur. Ce n'est pas le caprice d'une star vieillissante, c'est le dernier rempart d'une certaine idée de la fidélité. En s'opposant frontalement à Laetitia Hallyday, Eddie ouvre une réflexion qui nous concerne tous et qui dépasse largement les grillets du château de Marne-la-Coquette. À qui appartient vraiment la mémoire d'une icône? Est-ce qu'un artiste de la trempe de Johnny appartient uniquement à ses héritiers légaux, à ceux qui possèdent les droits et les tampons officiels, ou bien appartient-il à ses enfants de sang, à ses compagnons de route qui ont partagé sa sueur et surtout à ce public immense qui l'a porté à bout de bras pendant des décennies, en refusant de se taire? Mitchell nous rappelle que Johnny n'était pas une multinationale ni une marque de vêtements ou une statue sans âme. Il était un homme vibrant avec ses failles, ses excès et ses amours complexes. Pour Eddie, réduire cette vie torrentielle à des mises en scène qu'il juge tape à l'œil, c'est trahir l'ADN même du rocker. Ce clash révèle aussi une réalité mélancolique derrière les disques d'or et les hommages nationaux. Il reste des cœurs brisés qui ne se répareront jamais. La douleur de Laura et David, la solitude défensive de Laetitia et l'amertume d'Eddie qui voit son frère d'armes devenir un enjeu financier, tout cela forme une tragédie moderne. À 83 ans, Mitchell a choisi son rôle, il ne sera pas le vieux sage silencieux qui opine du chef. Il sera le gardien du temple, celui qui crie quand la direction ne lui plaît pas. Sa parole est libre déliée de tout intérêt, et c'est ce qui la rend si dangereuse pour le camp adverse. Alors quand il se lâche, ce n'est pas pour régler des comptes mesquins, c'est pour défendre jusqu'au bout l'homme qu'il a connu et aimé. Un homme vrai, généreux, fragile, mais surtout authentique. Et maintenant, la question se pose à vous. Dans cette guerre de mémoire qui divise le clan Hallyday, quelle vision vous touche le plus? Êtes-vous sensible aux hommages grandioses organisés par Laetitia pour faire perdurer la légende,
Ou partagez-vous la colère d'Eddie Mitchell qui réclame moins de spectacles et plus de vérité?